salut à tous, salut Jérôme, salut Henri qui viennent de nous rejoindre. Ludovic, es-tu là? Peux-tu allumer ta caméra? Et on va... Juste ça. Bonjour Grégoire. Salut. On va te mettre en vedette pour que tout le monde te voit bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y en a 2-3 qui ont rejoint la communauté récemment. Il y a Marie et 2-3 autres. Donc moi je suis Grégoire Even, je suis le cofondateur d'Up Together. J'ai la chance d'animer avec Perle les masterclass. Et pendant ces masterclass, on échange soit autour d'un mentor, soit autour d'un expert. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un expert, mais qui lui-même a quand même été manager. Il s'appelle Ludovic Giraudon. Donc, merci beaucoup, Ludovic, d'être avec nous aujourd'hui. Ludovic, comment est-ce qu'on l'a spoté, notre cher ami Ludovic? C'est parce que il est dans le réseau Entreprendre Paris, où il est analyste, et ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'il a une grosse actualité, Ludovic, c'est qu'il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Dream Team. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, voilà, que je vous tends, qui est sorti la semaine dernière, et il fait tous les grands médias nationaux, et on a la chance de l'avoir pour qu'il partage avec vous une des parties de son bouquin, qui est quand même une grosse partie, qui est tous les sujets de recrutement et d'onboarding. Et ce qui est particulièrement intéressant avec Ludovic, c'est que son livre, il l'a bâti, et là je reprends l'introduction, en faisant plus de 400 interviews, et c'est des managers, des fondateurs, des dirigeants, des DRH et des universitaires. Et c'est tous ces gens-là qui lui ont partagé leurs bons conseils pour bien onboarder et bien manager. Et c'était pour ça qu'on trouvait ça super intéressant, toujours dans le souci de l'hyper-pragmatisme de votre quotidien, de votre management, qu'on partage avec vous tout ce qu'avait récolté, enfin une partie évidemment de ce qu'avait récolté Ludovic. Donc peut-être Ludovic, avant qu'on rentre rapidement dans le dur, est-ce que tu veux bien te présenter en 2 petites minutes? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Grégoire. Bonjour à tous. Donc en effet, moi je travaille chez Réseau Entreprendre Paris. Donc concrètement, mon job en fait, c'est d'accompagner des startups et des PME dans leur développement. Et je suis parti d'un constat assez simple que vous devez, j'imagine, constater et vivre au quotidien. C'est à quel point les managers sont en difficulté, voire parfois en souffrance, parce que c'est un job qui est dur et souvent ingrat. Et en fait, moi, tous les jours, chez Réseau Entreprendre, j'entends des super témoignages de techniques hyper concrètes pour améliorer les choses et simplifier la vie des managers et avoir un impact positif sur leurs collaborateurs. Et en fait, je me suis lancé le challenge il y a quelques mois de partir en effet avec mon bâton de pèlerin et d'aller à la rencontre d'un maximum de managers, à la fois de startups, de PME et de grands groupes. Et donc, je suis allé à la rencontre de plus de 480 personnes qui m'ont partagé leurs meilleures pratiques techniques, astuces pour recruter et aussi surtout fidéliser leur équipe, la meilleure équipe possible. Et donc ensuite, moi, je me suis attelé à condenser tout ça et à ne retenir que le meilleur dans le cadre d'un bouquin qui en effet est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Dream Team, du coup, je suis super content parce qu'il a j'ai eu la chance de voir le bouquin présuccès numéro 1 des ventes sur Amazon. Il est dispo depuis quelques jours aussi sur Fnac.com. Et voilà, et effectivement, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. C'est tout sauf de la grande théorie managériale, parce que ça, je ne sais pas trop faire, mais en revanche, voilà, c'est un concentré de secrets, techniques, astuces. Et je suis particulièrement ravi, moi, d'être associé à cette masterclass et de pouvoir parler, en tout cas, de 2 sujets qui sont parmi tous ceux que j'aborde dans le livre, le recrutement et l'onboarding. C'est un vrai plaisir et je remercie au passage Grégoire et l'équipe de Together d'avoir fait appel à moi. Ok, cool. Merci beaucoup Ludovic pour cette introduction. On dit bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a Aurélien qui est dans sa voiture pour s'isoler. Salut Aurélien. Florence et Fred sont aussi arrivés. Salut. Alors, on va rentrer dans le dur. 2 grands temps dans cette masterclass qui va se finir à 13h et à 13h00, puisqu'après, on enchaîne sur un atelier intergroupe avec Perle, avec certains d'entre vous, sur le sujet du jour. Le premier sur le recrutement et le second sur l'onboarding. On va essayer de faire moitié-moitié. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat en direct à Ludovic. On se fera le relais avec Perle. Donc, on va commencer par le recrutement. Alors, quand on a préparé cette masterclass, Ludovic, tu voulais en préambule définir 2 choses importantes autour du recrutement avant de donner les différentes techniques. Est-ce que tu peux déjà poser les bases pour toi d'un bon recrutement? Ouais.
Effectivement, ouais, je trouve qu'il y a un premier sujet qui est, à mon sens, avant même de parler des techniques, de comment recruter concrètement les bonnes personnes, comment mener les entretiens, etc., qui sont des sujets qu'on va aborder dans un instant. Il y a, moi, une chose qui m'a sauté au visage quand j'ai parlé aux meilleurs recruteurs et à ceux aussi qui galèrent un peu plus sur ces sujets. Et c'est toujours la même chose, c'est que les managers ne prennent pas assez le temps de se poser pour savoir ce qu'ils recherchent réellement. Ce que j'appelle dans le livre, c'est le syndrome du mouton à 5 pattes. Et souvent, on finit par essayer de… en fait, on galère souvent pour trouver la bonne personne, tout simplement parce qu'en en fait, elle n'existe pas. Et elle n'existe pas parce que on n'a pas pris le temps de se poser réellement, de savoir, OK, qu'est-ce que je cherche vraiment et qu'est-ce que dans tout ce que je recherche, je priorise. Parce que dans l'absolu, on veut tous la personne la meilleure possible, hyper forte techniquement, avec un super état d'esprit. Mais bon, ça, en fait, a priori, ce sera difficile à trouver. Donc, en fait, la première chose, c'est vraiment de ne pas se précipiter pour rédiger l'annonce et la diffuser à un maximum de monde pour récupérer un maximum de CV. C'est de prendre le temps. Ça ne prend pas tant de temps que ça, hein, mais c'est de prendre 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure pour se poser et savoir, OK, qu'est-ce qu'on cherche réellement. Et en fait, ça, c'est tout sauf du temps perdu. C'est au contraire un investissement sur lequel il y a un ROI direct. Parce qu'au final, on va y revenir, mais il y a des outils très concrets qui nous permettent derrière de mieux savoir ce qu'on cherche, et donc de mieux le faire savoir, et donc au final d'avoir des gens qui vous correspondent mieux au final, et donc d'avoir des gens plus engagés. Et tu me disais effectivement ce qu'on recherche, et ce qui était intéressant dans ta démarche, c'était aussi de se dire où sera cette personne dans 12 mois. Tu me disais ça, cette projection qui était clé quand on fait la fiche de recrutement. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un réflexe que les managers n'ont pas forcément, parce qu'on pense tout de suite à des compétences, des diplômes, ce genre de choses. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de projeter la personne dans le poste et de projeter la personne dans l'équipe. Et en fait, souvent, quand on parle d'engagement des collaborateurs, le premier mot, le premier thème qui vient, c'est pas celui du recrutement. Alors que finalement, le recrutement, il faut vraiment le voir comme un tout global, qui est le premier démarrage c'est vraiment le premier pilier de l'engagement du collaborateur. Et pour rebondir sur ta question plus précisément, en effet, moi, je vous invite à vous poser à chaque recrutement de se dire, OK, cette personne-là, où est-ce que je veux qu'elle soit dans 12 mois? Et finalement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette personne-là? Où est-ce qu'elle va emmener l'équipe dans 12 mois? Quels sont mes objectifs à 12, 24 mois? Et ce sont des choses d'ailleurs que vous pouvez évidemment reprendre pendant les échanges pour que les personnes que vous recevez comprennent mieux ce que vous attendez d'elles, et surtout aussi dans l'annonce. Pas hésiter à l'écrire, parce qu'en effet, ça permet de mieux projeter la personne. Et une personne qui se projettera mieux dans le poste aura plus tendance à savoir si le poste est fait pour elle ou pas, et donc ça évite aussi les erreurs de casting au final. Et sur maintenant, alors, on va rentrer dans le concret des outils. Maintenant que ça s'est posé, il y a un fil rouge, un outil qui revient beaucoup dans ton bouquin, c'est la scorecard, qui est un outil que tu plébiscites beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler? Et dans le chat, je ne sais pas si vous pouvez nous dire si vous connaissez cet outil. Alors en fait, la scorecard, c'est vrai que j'en parle dans la partie sur le recrutement, parce que en fait, toutes les personnes, les centaines de personnes que j'ai rencontrées, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et 100% des gens qui l'utilisent sont unanimes. Vraiment, ça a changé leur manière de recruter. Et en fait, c'est un outil concrètement qui permet, l'objectif premier de la scorecard, c'est de rationaliser le recrutement. Et encore une fois, de ne pas partir tous azimuts en disant il me faut le mouton à 5 pattes, la personne idéale, ok, j'ai pris mon annonce, je la shoot et c'est parti. C'est un outil qui permet de se poser en amont de l'annonce, de se dire ok, quelles sont vraiment les compétences que je recherche. Concrètement, la scorecard, c'est un document, hein, ça peut être sur Word, Excel, PowerPoint, ce que vous voulez, Trello ou autre. Et en gros, c'est un outil où, en fait, moi, je vous invite à le travailler avec notamment 2 grandes colonnes dans ce tableau et se dire, OK, je cherche, je dis n'importe quoi, un responsable acquisition digitale. OK. Donc, on va dire, il y a 2 grandes familles de compétences qu'il faut en fait bien distinguer dans un recrutement. C'est ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ces 2 notions, mais très rapidement, les soft skills sont des compétences comportementales. Un exemple, ça va être est-ce que la personne est à l'écoute? C'est pas quelque chose qui s'apprend d'ailleurs malheureusement à l'école, mais voilà, c'est quelque chose qui vient plus de la personnalité et ses capacités comportementales. Et puis il y a les hard skills qui sont plutôt les compétences techniques. Donc là concrètement, ça va être sur l'acquisition digitale, la capacité de la personne à maîtriser les outils Facebook Ads, les algorithmes de Google Ads, etc. Donc c'est vraiment des choses qui s'apprennent dans le cadre de MOOC, de formations diverses ou variées, de l'expérience. Donc vraiment, l'idée, c'est dans cette scorecard d'avoir ces 2 colonnes
soft skills, hard skills, et pour chacune, de lister toutes les compétences qui nous viennent en tête pour, a priori, la personne idéale. Donc, sur les soft skills, moi, je vous invite aussi à réfléchir à le type de personne que vous souhaitez avoir dans votre équipe en tant que manager. Quelles autres personnes vous avez dans votre équipe pour que ces compétences comportementales soient les plus cohérentes par rapport au tout, par rapport aux valeurs de l'entreprise, à vos valeurs personnelles. Est-ce que vous êtes quelqu'un de créatif, de solidaire, à l'écoute, voilà. C'est lister tout ça. Et pareil sur les hard skills, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Si vous êtes quelqu'un qui maîtrise Excel, si oui, à quel niveau? Sur Facebook Ads, qu'est-ce que vous voulez que la personne maîtrise réellement, etc. Listez tout ça. Et ensuite, le vrai travail à faire, c'est de les prioriser. Parce qu'en fait, si vous partez en listant ça et dire, voilà, c'est la personne que je veux, cette personne-là, a priori, elle n'existe pas. Et c'est quoi ton échelle de priorisation pour chacune de ces skills? Ouais, moi, ce que je recommande, c'est de mettre un truc simple. Moi, j'appelle ça, mais après, il y a plein de méthodes possibles, mais c'est carton rouge, carton jaune, carton vert. Et c'est en fait, prioriser dans ces différentes cases les différentes soft skills et hard skills. En carton rouge, ça va être les compétences, on va dire, indispensables. C'est vraiment, moi, ce que j'appelle, il y a pas mal d'anglicisme, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de notions managériales qui viennent des pays anglo-saxons, et un peu deal breaker. C'est-à-dire que si cette personne ne maîtrise pas, n'a pas ces compétences-là, on s'arrête, on ne va pas plus loin. Typiquement, si il faut quelqu'un à l'écoute absolument, parce que vous considérez que pour X ou Y raison, c'est indispensable, si cette personne ne l'a pas et que vous n'arrivez pas à le sentir dans les entretiens, il ne faut pas aller plus loin. Donc en gros, il y a rouge, carton jaune et carton vert. Donc rouge, c'est les indispensables. Carton orange, jaune, ça va plutôt être les nice to have, ça va vraiment être plutôt des compétences. Ce serait bien qu'il les ait. Après, s'il ne l'a pas, c'est pas grave. En revanche, évidemment, sur les rouges, il faut qu'il les ait toutes. Et après, les verts, ce sera vraiment les petits plus auxquels on n'aura pas forcément pensé. D'ailleurs, la scorecard pourra s'enrichir au fur et à mesure des entretiens. C'est vraiment les petits plus, mais c'est pas ça qui sera différenciant. Mais vraiment, ce que tu recommandes, c'est effectivement, on a tous tendance pendant ces entretiens à avoir un bon feeling avec les gens. Toi, tu dis, il faut rendre l'entretien hyper pragmatique et noter vraiment ce qu'on recherche pour pas être pris soit par ses émotions ou dire bon, il n'a pas cette compétence, mais on va le faire monter, vraiment que ça ce soit bien mis en place. Moi, j'ai pas mal de questions sur notamment ces fameux soft skills, parce que les hard skills, bon, c'est assez facile, bon, même si je voudrais bien que tu nous dises comment est-ce qu'on les teste, mais sur les soft skills, comment est-ce que pour toi on peut détecter ces fameux soft skills, parce que tout le monde va te dire qu'il est à l'écoute ou qu'il aime travailler en équipe. Je veux dire, à moins de tomber vraiment sur quelqu'un qui n'est pas très malin, en entretien, personne va te dire je suis hyper égoïste et je pense qu'à ma prime de fin d'année. Donc toi, comment est-ce que dans le cadre des entretiens, quand on a déjà sélectionné la personne, on peut s'assurer que il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise, entre guillemets? C'est pas très joli comme terme, mais... Non, mais tu as complètement raison. En fait, évidemment, si vous posez la question frontalement en disant est-ce que vous êtes quelqu'un d'à l'écoute, a priori, la personne va vous dire oui. Donc, en fait, pour éviter ça, l'idée, c'est de passer par des chemins un peu détournés. Et c'est, je ne sais pas, si on prend l'exemple de la solidarité, c'est peut-être de demander à la personne la dernière fois que vous êtes venu en aide à quelqu'un, c'était quand, dans quel contexte? Et là, l'idée, c'est que ce soit des questions plus prétextes et de voir un peu comment la personne réagit. Et en fait, typiquement sur ce genre de questions, vous allez vite sentir le type qui répond spontanément et un peu sans filtre, et le type qui va vous créer une réponse un peu toute pièce pour vous faire plaisir. Donc en gros, l'idée, c'est de créer des questions un peu détournées. Par exemple, si vous cherchez quelqu'un de créatif, c'est dire, OK, quelle a été votre idée la plus barrée dans le cadre de votre job actuel, ou alors, c'est quoi ton processus de créativité? Voilà, pareil, si la personne vous fait une réponse assez sèche, au sens pas très construite et pas très poussée, ça vous donnera quand même des éléments de réponse. Ou alors, il y a un autre exemple, c'est d'imaginer un cas fictif où je vais dire, on en avait parlé d'ailleurs en préparant cette masterclass, mais c'est la personne, voilà, vous êtes dans un ascenseur avec 5 autres personnes, cet ascenseur s'arrête entre 2 étages, problème technique, c'est quoi votre première réaction? Et là, voilà, typiquement, ça va vous permettre de détecter si c'est un peu le MacGyver du truc, où il va essayer de bidouiller
le panneau de contrôle, ou alors est-ce qu'il va être justement dans la solidarité, à se dire, OK, bah, je vais demander autour de moi, je vais essayer de jouer les gens pour savoir comment ils vont. Voilà, c'est bref, c'est pas de poser les questions de manière frontale, mais c'est vraiment Ok. de passer par des questions un peu par des voies détournées, qui vont un peu le déstabiliser peut-être, mais qui justement vont permettre d'ouvrir le truc et de sortir de l'entretien classique, hyper carré. Donc chacune de ces soft skills, ce que tu recommandes à nos managers, toi, c'est de préparer un peu ces questions un peu décalées pour pouvoir voir comment réagit la personne, parce que on a aussi en face de nous, il y a des champions de l'entretien, il y a des gens, ils préparent hyper bien leurs entretiens, ils ont des réponses toutes préparées. Ça aussi, comment est-ce que nos managers pourront détecter quand on est dans les phases finales d'entretien ces personnes qui ont un peu des réponses toutes faites. On a pas mal chez Up Together des managers qui sont au customer success, tu vois, où on a des gens qui sont bons à la prise de parole dans leurs équipes. Donc comment est-ce que toi tu les détectes c'est quoi tes conseils pour les détecter et être sûr que la personne qui nous rejoint est la bonne? Très bonne question. En fait, c'est vrai que, alors déjà, comment est-ce qu'on actionne la scorecard une fois que vous avez fait les rouges, jaunes, verts? C'est en effet, c'est de le décliner en mini-script d'entretien. Et pour chacune de ces compétences, notamment les soft skills, se poser la question, OK, quel genre de questions est-ce que je peux poser pour détecter ça? Et ça, n'hésitez pas aussi, en tant que manager, à mobiliser d'autres gens dans vos boîtes respectives, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Et sur Internet, d'ailleurs, vous avez pas mal de questions assez intéressantes qui permettent de tester chacune de ces soft skills. Et pour répondre à ta question sur comment faire tomber le masque en fait, du candidat trop préparé, qui aura des réponses toutes faites et très lisses et un peu trop parfaites, effectivement, c'est d'aller chercher des questions. Moi, je vais vous donner quelques exemples de questions que je mets dans le livre, que je trouve assez intéressantes. Et pour les avoir d'ailleurs testées dans mes propres recrutements, elles font la différence. C'est de poser des questions, encore une fois, peut-être un petit peu bizarres, mais qui vont forcer le candidat à se révéler. Typiquement, quelques exemples de questions concrètes. C'est j'appelle ton meilleur ami, qu'est-ce qu'il me dira de toi? Voilà, donc ça c'est une question un peu bizarre parce que ça va le ramener un peu dans la sphère aussi perso et il va prendre 2-3 secondes a priori pour y réfléchir. Et voilà, donc ça c'est une question un peu particulière où il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Et pareil, ça va permettre de détecter un peu le vrai du faux. Autre type de question, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui a de la chance? Cette question peut paraître un peu absurde, je connais qu'elle l'est un peu, et la personne ne va pas vous dire bah non, j'ai pas de chance, a priori. A priori, personne ne souhaite avoir quelqu'un qui n'a pas de chance dans son équipe. Mais ce qui est intéressant en fait dans la réponse, c'est plus un prétexte pour qu'il se révèle et de voir un peu le genre de personne que vous avez. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'humour? Est-ce que c'est quelqu'un de coincé, de fermé, d'ouvert, de créatif justement dans sa réponse? Autre question qui est posée aussi par des grands CEO notamment qui posent cette question-là, c'est quel pourcentage de votre vie vous contrôlez? Cette question apparaît hyper bizarre. Et elle peut donner aussi un peu le vertige quand on se pose cette propre question. Mais pareil, au-delà de la réponse très concrète, ça va des questions qui sont là pour un peu perturber le candidat dans le bon terme et voir comment il répond. Et une dernière question aussi un peu bonus que j'aime bien moi poser, c'est imagine demain tu es dans l'équipe, tu es un de l'équipe, quel type de team building tu aimerais organiser? Tu as la charge de l'organisation du prochain team building, on te donne un budget, freestyle pour le type d'activité, etc. Qu'est-ce que tu fais? Et là, pareil, ça vous permet de voir un peu sa créativité, le fit avec les valeurs, l'équipe, etc. Donc, en gros, c'est de sortir des sentiers battus pour aller chercher des choses qui sortent du CV, des réponses toutes préparées. Ok, donc qu'on n'hésite pas c'est vrai que on a toujours un peu peur de se dire est-ce que je pose cette question? Ça fait un peu le recruteur un peu bizarre. Mais toi, tu dis il faut justement, notamment sur les softs, poser ces questions-là. Et l'autre truc, on parlait des hard skills. Pour toi, les hard skills, maintenant, comment ça se contrôle avant l'arrivée d'un membre dans notre équipe? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des tests en amont? Est-ce qu'il faut croire la personne? Est-ce qu'il faut appeler les référents du précédent job? Toi, c'est quoi tes recommandations sur ça? Ouais, alors plusieurs choses. Pareil, c'est assez unanime d'un point de vue de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, les personnes les plus performantes sur les sujets de recrutement m'ont un peu révélé tout ça, c'est que globalement, déjà, les hard skills, il faut les tester en effet dans le cadre d'un cas pratique. Ça, tout le monde dit c'est indispensable. Ça doit être dans votre process de recrutement. Si vous ne le faites pas, c'est con. Et quels que soient les jobs, quels qu'ils soient,
l'assistante à la personne à l'accueil en passant par la compta, le marketing, le commercial, tout ce que vous voulez, il y a toujours moyen de tester la personne sur un cas pratique. Donc, toujours le faire. Et ensuite, ce qui est recommandé, c'est de le faire en live dans le cadre dans vos locaux, dans le cadre de l'entretien. Et parce qu'il y en a certaines, et moi je l'ai fait d'ailleurs, c'est une connerie, c'est d'envoyer un cas pratique et que la personne le fasse à distance. En fait, pourquoi c'est une connerie, c'est qu'il y a des gens qui ont le temps de le préparer parce qu'ils ne sont pas en poste. Et c'est très difficile de comparer une personne qui a eu 2 jours pour le préparer, qui est en plus son meilleur pote, qui est expert du sujet, qui va l'aider à bosser le truc, ou la personne qui est en poste et en plus dans une période de gros rush, qui n'aura eu malheureusement que 15 minutes. Donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment de le faire dans les locaux, en live, avec à chaque fois les mêmes conditions. Donc, typiquement, si c'est 20 minutes pour préparer, que tout le monde évidemment ait fait 20 minutes. Il y en a qui vont même beaucoup plus loin, qui disent il faut le faire même dans la même pièce, la même salle, pour que il y ait exactement les mêmes conditions pour comparer les performances d'une personne à l'autre. Et dans ce schéma-là aussi, c'est que ce soit toujours la même personne qui va se passer le cas. Parce que si c'est vous en tant que manager qui faites passer le cas, why not? Si c'est quelqu'un d'autre, il faut que ce soit toujours cette même personne, parce que sinon, en fait, vous aurez du mal à comparer un candidat à l'autre. Et Ludovic, juste, je permets de te couper parce qu'on est sur, alors ça s'entend très bien. On a vraiment tout type de manager chez Up Together. On a des gens qui font du code, on a des développeurs, on a des gens qui font du marketing, mais on a aussi des gens qui sont sur le terrain. Je pense à Aurélien qui travaille dans la distribution. Il y a des gens alors Fred, je sais pas pour toi, mais Fred il est chez Veolia. Il y a des gens qui sont sur le terrain, lui aussi, qui sont pas derrière un ordinateur, quoi. Donc, est-ce que toi, ces personnes-là, quand on les recrute, il faut qu'on les teste aussi avant de signer le contrat, enfin, dans la mesure du possible, parce que j'imagine que d'un point de vue réglementaire, tu peux peut-être pas non plus tout faire. Enfin, est-ce que ça, t'as eu des retours de managers sur ça? Ouais, en gros, quel que soit le cas, parce que c'est vrai que c'est pas toujours des jobs, on va dire, en effet derrière des ordinateurs, mais d'autant plus quand c'est un job physique de manutention ou autre, en fait, il faut être après créatif. Il faut essayer au maximum de projeter la personne dans le job dans lequel elle sera. Donc, en fait, l'idéal, c'est de prendre aussi un cas réel, parce que parfois, il y a beaucoup de cas de simulations fictives qui sont prises, et tant qu'à faire, l'idée, c'est de créer un cas, quel qu'il soit, encore une fois, que ce soit intellectuel ou même presque physique, j'ai envie de dire, mais c'est de prendre un cas réel. Typiquement, si c'est sur le terrain, alors je ne sais pas concrètement si tu penses à quoi, Grégoire, par exemple, comme type de métier, parce que si c'est commercial terrain, par exemple, non, je pensais plus, tu vois, t'es manager dans une grande surface, tu as 40 gus qui doivent mettre en rayon des choses ou gérer des commandes, ou tu dois gérer des gens qui mettent des tuyaux dans le sol, ou bien on a des gens qui gèrent des plateformes téléphoniques. Tu vois, enfin, c'est des managers qui ont, tu vois, est-ce qu'il faut les mettre en situation systématiquement? C'est ça, moi, ma question, en fait. C'est vraiment recommandé. Après, et encore une fois, quel que soit le poste, si c'est mettre en rayon dans une grande surface des produits, c'est pourquoi pas lui donner 10 produits et lui dire, voilà, comment est-ce que tu fais pour les mettre en rayon? Ça paraît bête, mais en fait, c'est le job qu'il va faire demain. Donc, et le mettre en situation d'immersion presque, ça lui permet lui aussi de voir, potentiellement s'il ne l'a jamais fait, si ça lui plaît en fait cet environnement. Il sera vraiment en fait dans le jus entre guillemets dans le truc. Donc faut pas oublier aussi qu'un CEPAN c'est toujours à double sens et de plus en plus, ce qui a changé par rapport à il y a 5, 10, 15, 20 ans où avant c'était l'employeur qui était tout puissant et qui impressionnait le candidat et qui avait de l'emprise sur lui. Là maintenant en fait c'est à double sens parce que si le candidat au final il ne se plaît pas dans le job, il partira. On en parlera d'ailleurs sans doute dans le cadre de l'onboarding, mais du coup, c'est important, plus vous le mettrez en immersion et plus vous ferez ces tests en amont, plus ça permettra aussi au candidat de se rendre compte s'il se sent bien dans le job, dans l'environnement, dans le type de travail qu'il aura à faire. Alors, avant qu'on passe à ça, justement, Ludovic, on avait une question de Marc. Et Henri, j'ai bien vu ta question. Hein, t'inquiète, on va la poser en passant entre les deux temps. Marc, Marc, il travaille dans une start-up et il dit, c'est un lead dev. Il dit, est-ce que c'est, il parle de l'effet whiteboard, c'est-à-dire que c'est quand tu mets la personne qui doit faire un test le jour J, il a 2 heures, il est en salle. Le gars, il est tendu comme un arc et en fait, il va pas forcément être très bon. Ça, tu l'as vu aussi dans les. T'as eu des retours sur ça? Bien sûr, ouais, c'est clair. C'est la difficulté de l'exercice, mais d'un autre côté,
Ça permet aussi de mesurer, par exemple, la capacité de la personne à gérer son stress. Et ça permet, en fait, typiquement dans les soft skills, de détecter d'autres choses. Typiquement pour les textes, ce qui est recommandé, c'est d'ouvrir un peu le capot du code et de lui montrer un vrai bout de code par rapport à une fonctionnalité qui aura été développée et de lui montrer ce qui a été fait et de lui dire, bah voilà, je te laisse prendre connaissance de nous, ce qu'on a fait. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment est-ce que tu aurais fait? Et en fait, ça permet, là, pour le coup, de ne pas nécessairement jauger sa capacité à coder. Et après, s'il est vraiment chaud, qu'il a son envie avec lui, qu'il veut aller très loin et très vite, ben, il peut éventuellement coder rapidement un peu. Mais en tout cas, là, c'est un cas pratique. Mais c'est comment est-ce qu'il ne part pas effectivement du côté page blanche un peu dur, c'est donner-lui de la matière première qui est réelle dans la boîte. Et ça enlève une pression parce qu'il ne faut pas faire sortir de terre un truc, il faut critiquer à la fois en positif et peut-être en acte d'amélioration, des choses qui ont été faites, et ça permet d'éviter de sortir de ce côté de merde, en fait, je dois avoir bon. Parce qu'en fait, au final, il n'y a jamais de bonne et de mauvaise réponse. Tout ça, encore une fois, c'est surtout un prétexte pour voir ses connaissances techniques et puis au passage, ses soft skills. Mais je trouve que faire un cas pratique en partant d'un vrai cas, typiquement le vrai code pour un développeur, ça permet d'éviter un peu ce méga stress et de dire je dois inventer quelque chose, je ne suis pas préparé, je ne sais pas faire en fait. On va arriver à la fin de ce temps autour du recrutement. Est-ce que pour toi, les gens qu'on rencontre, quand on arrive en shortlist, c'est important de leur faire vivre une immersion au sein de notre équipe et si oui, combien de temps ça dure? Est-ce que même il faut impliquer les collaborateurs dans le recrutement pour qu'ils voient un max de personnes? On se pose toujours beaucoup de questions sur est-ce que je prends du temps à mes équipes pour leur présenter quelqu'un pour qu'au final ça colle pas? Est-ce que je fais venir la personne? Après, nous, je sais qu'on a eu des cas chez Up Together où on proposait à des potentiels animateurs de faire des ateliers qui nous ont dit j'ai pas le temps parce que je suis en poste, et pour nous c'était un peu rédhibitoire parce qu'on se dit si la personne elle est pas prête à poser une demi-journée pour venir tester, c'est qu'il y a peut-être un loup. Enfin, c'est jusqu'où on pousse l'immersion et jusqu'où on pousse la collaboration dans le recrutement. Ouais, c'est vrai qu'en fait l'immersion c'est vraiment de ceux qui l'ont mise en place. Donc concrètement, c'est faire venir idéalement entre une demi-journée et une journée le candidat shortlisté et avec lequel on s'apprête, auprès duquel on s'apprête à faire une offre, de faire venir dans les locaux et à un bureau donné qui est déjà prêt, son bureau quasi prêt, et qui puisse, le temps d'une demi-journée, d'une journée, sentir l'ambiance, l'environnement de travail, le type de collègues, le type de boulot qu'il aurait potentiellement à faire, etc. Et vraiment, les gens qui mettent ça en place, ils m'ont dit qu'ils avaient divisé par entre 3 et 5, selon ce qu'ils disaient, des erreurs de casting. Ça, c'est un truc vraiment hyper concret. Ils avaient divisé entre 3 et 5 les erreurs de casting, c'est ça? Ouais, parce que en fait, c'est vrai que tant qu'on n'est pas dans le truc, c'est pas en une heure de temps d'entretien où on traverse l'open space, où on aperçoit des gens, qu'on peut se rendre compte des choses, c'est en y passant un maximum de temps. Et en fait, encore une fois, c'est à double sens et ça permet vraiment au candidat de s'assurer qu'il va bien se sentir en fait dans cet environnement. Et concrètement, pour creuser la question, c'est de faire venir une demi-journée ou une journée. Pareil, c'est pas du temps perdu, ça peut paraître très lourd comme organisation, mais ce sera vraiment, en fait, le vrai temps perdu, c'est si vous vous trompez dans le recrutement. Et donc, le moindre tips qui vous permet de diviser par X, Y, Z le nombre de fois des erreurs de casting, au final, c'est vraiment du temps gagné. Donc, c'est de faire venir une demi-journée, une journée. Idéalement aussi, même pas idéalement, c'est du coup préparer cette journée-là. Il y a des choses quand même un peu à faire. C'est prévoir en tant que manager, et si c'est votre futur N-1, c'est de prévoir une réunion d'une heure en tête à tête avec lui pour bosser sur un cas réel, pareil, sur un vrai sujet. Évidemment, on ne va pas attendre de lui qui nous révolutionne le truc. Et il faut faire baisser la pression par rapport à ça pour pas qu'il soit plus de stress. Mais dire, voilà, c'est juste une discussion libre pour voir le type de questions qu'il pose, le type de solution éventuellement qu'il peut envisager, et voilà, et voir comment est-ce qu'il se sent là-dedans. Pareil, il y a un type qui m'a été remonté qui est assez intéressant, c'est d'organiser un brainstorming avec les autres collaborateurs de l'équipe, parce que justement, le concept du brainstorming, c'est de sortir des idées parfois hyper farfelues, un peu what the fuck, et en fait, l'idée, c'est pas forcément d'arriver à une solution magique, c'est plus un prétexte pour voir comment est-ce qu'il interagit avec l'équipe, comment est-ce qu'il se sent, et quel type d'idée éventuellement il peut sortir. Encore une fois, c'est pas jauger la performance, la pertinence de l'idée, mais c'est juste, voilà, est-ce qu'il est en capacité de jouer le jeu et de se fondre dans ce collectif. Et à la fin de cette journée,
c'est de lui dire ouvertement comment est-ce que tu t'es senti, et lui faire un feedback aussi de vous, en tant que manager, comment est-ce que vous êtes senti, récupérer le feedback de vos collaborateurs qui sont déjà en place pour savoir comment est-ce qu'ils se sont sentis par rapport à ce nouvel arrivant potentiel. Et en fait, c'est presque un onboarding à blanc, quoi. C'est un peu l'antichambre de l'onboarding. Et au final, c'est en fait de tout valider et de s'assurer qu'a priori, en tout cas, après ça reste de l'humain, donc, le 100% il n'existe pas, mais ça vous permet peut-être en tout cas de réduire significativement ces erreurs de casting. Et ok, super, super intéressant. Il y avait un autre point où tu disais, alors sans qu'on rentre dedans, mais moi tu m'avais dit pour s'assurer, pour ces gens qui tiennent un peu des masques pendant les entretiens, il y avait le côté immersif et c'est aussi leur faire passer une série d'entretiens consécutifs. Parce que en fait, ce que tu m'expliquais et tu me corriges si je dis des bêtises, c'est que un candidat qui est hyper préparé pourra tenir le masque pendant 1 ou 2 entretiens, mais au bout du 3e, le naturel va revenir au grand galop. Et même si c'est des gens qui n'ont rien à voir avec votre équipe, ça peut être super intéressant, voilà, que la personne que vous avez en shortlist puisse partager. Ok, et le dernier point sur la partie recrutement, et ça on le fait, je pense on le fait rarement, je trouve, quand on est manager, parce qu'on se dit que c'est les RH qui le font, c'est appeler les anciens patrons ou les anciens managers. Et ça, ce que tu me disais, c'est que ça se fait pas n'importe comment. Est-ce que en 2 mots, tu peux partager, et après on passe à l'onboarding sur ce sujet de comment est-ce qu'on contacte les anciens patrons de notre manager potentiel, de notre collaborateur potentiel, pardon. Alors, en 2 mots, quand j'ai synthétisé vraiment tous les retours sur ces sujets-là dans le cadre du livre, c'est assez simple. Ce qui est recommandé, c'est de 1, toujours appeler les référents professionnels, 2, toujours en appeler 2. Et même s'ils sont jeunes, ils ont forcément eu des stages, des profs avec lesquels ils ont bossé, des maîtres qui ils ont aidé à bosser sur des mémoires, etc. Donc, toujours en appeler 2. Et 3, petits tips, du coup, en passant pour vous aider en fait à faire en sorte que ces entretiens soient les plus efficaces possibles, parce que le risque, en général, il nous donne un contact forcément d'un manager, a priori c'est qu'il l'a apprécié. Donc le risque, c'est qu'ils nous disent « Ah bah oui, Grégoire, il est super, c'est un très bon mec, il était efficace, etc. » A priori, il va vous dire des bonnes choses. Donc pour aller chercher en fait un truc un peu plus intéressant, c'est de poser la question suivante, c'est de lui dire, voilà, est-ce que Grégoire, il faisait partie dans vos équipes des 5%, 10%, 30%, 50% des collaborateurs les plus performants? Le fait de rationaliser cette question sur cette forme-là, en fait, ça va l'obliger à vous dire, en fait, et en général, c'est marrant, moi j'ai testé à titre perso, et c'est dingue, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à tout 5%, pas du tout. Ils disent la réalité, en fait. Donc, ils vont vous dire ça, par exemple, Grégoire faisait partie des 30% des meilleurs. Ah, ok, et pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas partie des 5%? Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où, du coup, il y a des choses qui vont sortir que cette personne ne vous aurait jamais dit si vous ne l'aviez pas amené sur ce terrain-là. Donc en fait, c'est 1, toujours appeler des référents, 2, toujours en appeler 2 pour éviter le syndrome du bon copain qui va tenir un masque pendant 15 minutes au téléphone et dire que la personne est géniale, et 3, rationaliser et forcer la personne à se mouiller et lui poser aussi une question du type toi, si tu étais à ma place aujourd'hui, est-ce que tu l'engagerais? Et là, en fait, à partir du moment où vous demandez à la personne de se mouiller, là, en fait, c'est marrant, et les gens, hein, ils n'osent plus dire que tout va bien. C'est là où ils disent oui, mais attention à ça. Et c'est là où, en faisant ce mais attention à ça, vous allez faire sortir beaucoup de choses. Donc, les référents pro, c'est une arme super efficace, et je vous invite en tout cas à l'utiliser de cette manière-là. Ok, top. Et question de Henri, j'avais promis, en préambule, quoi, tu as dit, la base, c'est de se dire où est-ce qu'on se projette dans 12 mois avec cette personne, où est-ce que je veux qu'elle soit dans l'équipe. On a des startups dans Up Together, le problème c'est que dans 12 mois, ils savent pas où ils seront, ni comment ils seront, tu vois. Et est-ce que cette projection, elle est possible quand tu es dans un univers business qui est très mouvant? Tu peux toujours le faire, en fait. C'est-à-dire que la projection, il faut la faire. De toute façon, pour donner un cap, une vision, des objectifs, etc., c'est de toute manière indispensable. Après, en revanche, prévenir qu'on est dans un environnement mouvant, et justement, comment est-ce qu'on fait pour tester le match entre mon environnement mouvant et le candidat, parce que du coup, il faut des gens hyper adaptables, hyper agiles, qui n'ont pas peur du changement, qui n'ont pas peur
de switcher d'une mission à l'autre de manière très rapide. Donc, c'est en fait donner cette projection dans tous les cas, en revanche, en indiquant qu'elle est particulièrement mouvante. Et justement, du coup, ça permet de réfléchir dans les soft skills, à se dire, OK, je suis dans un environnement mouvant, donc pour moi, en carton rouge, je vais mettre quelqu'un de très agile. Et les questions que vous devez vous poser, donc c'est quel type de questions ou quel type de simulation vous pouvez faire pour détecter ça chez le candidat. Top, canon. Super, on va passer au temps 2 de l'onboarding. Il nous reste 20 grosses minutes. Il y a juste un bouquin qui s'appelle Woo ou The Woo. Donc ce n'est pas qu'un groupe de rock qui est très très bien. Donc on vous le recommande chaudement. Nous on l'a parcouru pour préparer cette masterclass. Il est vraiment super bien. Ok, donc on a trouvé la perle rare, on l'a identifié avec les ressources humaines. C'est vrai qu'on n'a pas parlé quand même le manager versus les ressources humaines, mais bon, il arrive chez nous. Pour toi, l'onboarding, déjà, il y a quoi derrière ce mot anglais d'onboarding? On monte à bord. Alors, on monte à bord de quoi et à partir de quand on monte à bord? Ouais, bonne question, parce qu'effectivement, c'est vrai que dans la tête de beaucoup de managers, l'onboarding il commence lors de l'arrivée du candidat, enfin, de la nouvelle recrue. Et ça, c'est une première erreur. C'est qu'en fait, l'onboarding commence dès l'accord oral ou dès l'accord écrit, en tout cas des deux parties. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le candidat dit vous avez fait une offre à votre candidat, le candidat dit oui. En fait, c'est même plus un candidat, maintenant, c'est un nouveau collaborateur. Et c'est dès qu'il y a cet accord, parce que parfois, entre les préavis, entre les congés les uns les autres, etc., il peut se passer plusieurs mois. Et la première erreur, c'est d'attendre en fait le premier jour de l'arrivée pour commencer à bosser cet onboarding. L'onboarding commence, c'est ce que les Américains disent from yes to desk. C'est cette phase en fait entre le moment où la personne dit oui et le moment où elle arrive concrètement dans les locaux. Et en fait, ça c'est une période encore une fois qui peut être longue et qu'il faut rythmer. C'est recommandé des personnes qui ont mis en place les onboardings les plus efficaces, les plus performants, c'est d'avoir idéalement, tout ça idéalement, un contact par semaine avec le futur arrivant. Et concrètement, c'est des choses qui sont assez simples à faire. Hein. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vous dire, mais merde, comment est-ce que je vais faire toutes les semaines pour avoir des trucs à lui raconter? C'est très simple. Hein. Ça peut être déjà un premier mail. Moi, ce que je vous recommande à faire, c'est un premier mail pour, une fois qu'il a dit oui, un mail hyper enthousiaste pour dire à quel point vous êtes content et fier qu'il vous rejoigne et de rappeler, toujours dans cette logique de feedback, on n'en a pas beaucoup parlé, mais parce que le recrutement, on peut en parler des heures, mais c'est dans cette logique de feedback et de dire pourquoi est-ce que vous avez retenu cette personne-là. Parce qu'en gros, elle va arriver avec un boost d'ego et de confiance en lui et très fort. Et donc, en plus, il saura exactement pourquoi, ou elle saura exactement pourquoi est-ce que vous avez fait appel à lui ou elle. Donc ça, c'est un premier mail qui vous permet un peu d'engager la conversation et une construction de début de relation assez intéressante. Ensuite, c'est vrai que il y a souvent des événements qui se passent avant que la personne n'arrive. Donc, s'il y en a qui sont un peu structurants, évidemment convier cette personne-là. Si on n'a pas, le provoquer, organiser une petite bière avec le reste de l'équipe. C'est toujours des moments sympas. Lui envoyer le trombinoscope du reste de l'équipe avec des petites anecdotes marrantes, je sais pas, sur le plaisir coupable de un tel. Voilà, ça permet en fait de donner l'impression de déjà connaître un peu les gens, de démystifier un peu la chose. Parce que c'est vrai que je t'en avais parlé en préparant cette masterclass. Le cerveau humain, il est fait de telle manière que quand on a peur, quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à tout de suite être dans de l'anxiogène et s'imaginer un peu le pire. Et c'est vrai que du coup, aussi, en général, on se pose des questions un peu à la con, à quelle heure je dois débarquer, comment est-ce que je dois m'habiller, à quelle heure je pars le soir, est-ce que moi j'aime bien partir à la campagne le week-end, est-ce que le vendredi, il y a moyen de partir un peu tôt, enfin voilà. Tous ces trucs-là, où est-ce qu'on va déjeuner, qu'il faut des tickets resto, qu'il faut apporter sa bouffe, tous ces trucs-là, en fait, l'idée, c'est aussi de les envoyer avant que la personne n'arrive et de préparer un mail avec tous les trucs un peu très concrets, très pratiques, qui permettra à la personne d'arriver le premier jour et d'être beaucoup plus serein parce qu'on lui aura enlevé toutes ces zones d'ombre par des choses, en lui expliquant concrètement comment est-ce que ça passait. Donc, en résumé, toutes les semaines, on rythme par différentes manières, peut-être que j'ai pu vous exposer, puis il y en a d'autres, on parle d'ailleurs dans le livre, mais c'est ça l'idée. Et alors, moi j'ai une question plus générale. En tant que manager, j'ai tendance à me dire, ouais, mais ça en fait c'est un peu le job des ressources humaines, tu vois. C'est comme même cette notion d'immersion. Je me dis, même d'un point de vue juridique, tu vois, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, je trouve que les managers opérationnels, on est toujours un peu le cul entre deux chaises. Est-ce que je peux prendre contact? Est-ce qu'il faut que j'attende? Est-ce que toi,
des interviews que tu as faites, c'est quoi le conseil que tu nous donnerais? C'est qu'il faut travailler de pair avec nos RH, il faut faire un peu cavalier seul parce que les RH, je crois qu'on a d'ailleurs des gens des ressources humaines qui sont par ailleurs managers, qui sont dans la masterclass, donc ils peuvent prendre la parole, mais je trouve que c'est toujours un peu délicat de qui doit le faire, quoi. Bien sûr. En fait, chaque organisation étant différente, c'est un peu compliqué de me répondre de manière très dogmatique, mais ce qui est évident, c'est que, oui, il faut travailler de concert avec les RH, c'est évident. Pas faire cavalier seul, parce que, en fait, le problème, c'est que vous allez transformer un peu votre équipe en village gaulois, et ça, c'est bon pour personne, pour vous, pour vos équipes, pour le reste de la boîte. On est un collectif, et pas qu'au sein de son équipe, il faut penser son équipe comme un tout au sein d'une entreprise. Donc, c'est justement, en fait, d'être force de proposition. Et moi, j'ai rencontré des managers qui, après avoir lu le livre ces derniers jours, m'ont dit en fait, c'est marrant parce que j'ai généré du coup des discussions avec les DRH et on est en train d'enrichir notre process d'onboarding suite aux montées, suite à la lecture du bouquin. Donc, en fait, c'est le but et en tant que manager opérationnel, les RH vont adorer, si vous le faites intelligemment, se nourrir de personnes un peu plus sur le terrain. Donc, oui, le faire de concert et après, discuter avec eux pour bien comprendre où est la limite de votre champ d'action, où s'arrête et où démarre celui des RH pour aller dans le sens d'un onboarding le plus structuré possible. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez voir votre équipe comme une entité presque à part entière, sans aller jusqu'à la start-up dans la grosse boîte. Ce serait peut-être un peu caricatural, mais en tout cas, dites-vous que à chaque fois, comment est-ce que vous pouvez décliner des choses un peu plus macro au niveau de votre équipe, sans jamais consulter évidemment les RH, mais plutôt un peu en mode bottom-up, faire remonter des bonnes pratiques que vous mettez en place dans votre équipe, mais pas en mode village gaulois. Au contraire, vous essayez de faire rayonner ces bonnes pratiques plus au niveau des RH. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la Si, carrément, ouais, non, mais c'était juste pour qu'on l'aborde parce que après, non, mais c'est bien cette notion, on aurait tendance à se dire, ouais, je le fais un peu cavalier seul dans mon coin, mais en fait, ce serait une connerie, quoi. Faut vraiment le faire avec les RH de concert, et si les RH sont pas familiers de ça, peut-être travailler avec eux pour faire bouger un peu les lignes en interne. Ok, c'est quoi on parle du yes to desk, avant le desk, dans ces 3 premiers mois, c'est quoi j'ai envie de dire l'onboarding le plus chouette que tu aies vu ou le plus original pour donner des idées à nos managers Tu veux dire avant l'arrivée du collaborateur ou au global? Non, avant le jour J, avant l'arrivée, le premier jour du contrat. Avant le jour J, il y a des trucs sympas qui sont faits, par exemple d'envoyer des bouquins à la personne qui va arriver. Par exemple, il y en a qui envoient des fables de La Fontaine. Ou une fable de La Fontaine, parce que ça va illustrer une valeur de la boîte. Donc c'est un truc plutôt marrant. Et il y a des trucs que j'ai trouvé assez cool. C'est par exemple, plutôt que de filer un mug ou un sweat avec choqué au nom de la boîte, c'est d'avoir un truc encore plus personnalisé. Il y en a certains qui vont jusqu'à demander à l'équipe de créer. Il y en a qui adorent la bouffe, par exemple. C'est un truc assez culturel dans leur boîte, dans leur équipe. Donc en fait, chaque membre de l'équipe rédige sa recette de cuisine préférée dans laquelle c'est la méga star. Parfois, c'est des trucs très simples, coquillettes de jambon mais avec un petit twist qui permet de rendre le truc assez ouf. Et en gros, c'est de compiler tout ça dans un livre de cuisine made in de l'équipe et qui est offert en fait à l'arrivant, au nouvel arrivé, soit le jour où il arrive, soit en amont. C'est un truc qui est génial parce qu'on arrive et on a un petit bout de l'équipe presque entre les mains. Et ça humanise complètement le truc. Et après, à chacun d'inventer un peu son rituel. Il y en a qui font des playlists. Chacun met sur une clé USB les meilleures les chansons. Chacun dans l'équipe choisit 3 chansons qu'il adore et qu'il écoute pour donner la pêche le matin. Bim, tu lui envoies sa clé USB avant qu'il arrive. C'est génial. Si tu arrives, tu as déjà un peu l'impression de connaître les gens. Tu peux rebondir en disant putain, toi, t'aimes ce rêve bleu d'Aladin. C'est génial. C'est aussi ma chanson préférée. Ça peut générer aussi des trucs assez cool à ce niveau-là. Voilà quelques exemples avec des choses un peu originales qui permettent de sortir un peu du lot. En fait, la question qu'il faut toujours se poser, c'est de toujours créer en fait l'effet waouh et se dire ok, quand le conjoint, la conjointe, les amis vont dire ah en fait t'as signé, c'est cool, etc. Qu'est-ce que va dire votre nouvel arrivant en premier? Et en fait, ce genre de petits trucs, c'est ça qui va faire que bam, c'est un truc de ouf. Ils m'ont envoyé leur playlist karaoké qu'ils préfèrent. C'est trop marrant, il y a ça dedans. Et l'entourage va dire qu'est-ce que c'est que cette boîte de dingue, j'ai trop envie de rejoindre cette équipe moi aussi.
Ok, super, sympa. Et alors, on arrive le jour J. Alors, c'est vrai que le jour J, on a tous eu, nous, on parlait avec un autre entrepreneur d'Imagination Machine qui a travaillé chez Renault. Il nous racontait que le jour de son arrivée, son manager avait oublié qu'il arrivait et il avait passé la journée à lire des plaquettes de chez Renault alors qu'il était à l'équipe R&D sur les voitures électriques. Donc ça, j'imagine, c'est le truc à ne surtout pas faire. C'est quoi, toi, pour toi, une bonne, bien préparer l'arrivée d'un nouveau collaborateur et encore une fois avec notre périmètre de manager opérationnel. Bien sûr. Alors, c'est essayer dans la mesure du possible selon l'organisation que tout soit prêt, si c'est possible en fonction des process internes, que l'ordinateur soit déjà configuré, que l'email soit configuré, que l'accès aux outils soit déjà fait, etc. Ça, c'est les tâches il y a zéro valeur ajoutée pour le nouvel arrivant, il va perdre du temps. Et on a tous passé un quart d'heure à attendre au bureau de la DSI que la personne nous configure l'ordi. C'est du temps perdu qui, en général, plutôt va dans le sens du désengagement du collaborateur plutôt que de l'engagement. Il faut vraiment que chaque minute passée dans les premiers jours du collaborateur soit les plus impactants possibles. Il y a une stat que j'aime bien donner, qui est qu'il y a 4% des gens qui quittent leur boîte après la première journée, après une première journée catastrophique. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est quelques tips qui permettent au contraire d'aller sur presque de réenchanter ce moment qui est clairement jamais les meilleurs moments. On a tous commencé dans une boîte, c'est jamais les moments les plus agréables. Donc c'est essayer dans la mesure du possible que tout soit prêt. Deux, c'est de se dégager du temps en tant que manager. Le meilleur moment pour faire venir le collaborateur, c'est le moment où vous avez du temps. Donc c'est en gros de vous bloquer idéalement la journée ou une demi-journée pour sentir que le nouvel arrivant sente que voilà, vous êtes à ses côtés. 3, c'est truc à la con pareil, mais c'est le déjeuner. Un moment stressant en général pour les gens quand ils débarquent dans une boîte. Que vous ayez une cantine ou des petits restos ou quelle que soit la solution, essayez de faire en sorte que ce soit un moment privilégié et que toute l'équipe se cale un point pour montrer en fait que son arrivée est un truc important et qu'ils se sentent désirés et attendus. Et donc, si vous avez une cantine, essayez de sortir, ça fera plaisir à tout le monde. Réserver le resto, il n'y a rien de pire que de débarquer pareil à 9 et de dire non, en fait, il y a toute place, et on va finir dans la salle de réunion un peu glauque, je vais rez-de-chaussée. Donc voilà, c'est des petits détails, prendre du temps, anticiper, préparer son arrivée, et c'est de faire en sorte, moi j'aime bien citer la loi un peu des 20-80, un bon onboarding, tous les retours que j'ai pu avoir, les centaines de retours, c'est quelqu'un qui va passer 80% de son temps en dehors de son bureau, parce qu'en fait, les premiers jours, il n'a a priori rien à faire. Donc le temps qu'il passe à son bureau, ça doit être juste les 20%, c'est juste un peu pour souffler, pour un peu prendre ses marques, voir un peu les outils à droite à gauche. Mais le vrai sujet, c'est surtout de passer du temps à l'extérieur et qu'il rencontre un maximum de monde pendant cette phase-là. Ok, top, super clair. Donc il arrive, on se fait tous une super pizzeria. Il a pas un meuble, mais un petit carnet de cuisine avec chacun la recette de l'équipe et on lui dit tiens, toi tu vas mettre la tienne. Ça, je trouve ça super comme idée. C'est vraiment chouette avec la playlist aussi. Mais moi, je sais qu'Emmanuel adore ABBA, donc ça va, j'ai pas besoin de ça. Et après, l'onboarding, il s'arrête quand? Parce que voilà, on est monté à bord. On a fait cette première journée qui est complètement dingue. Et après, voilà, on fait la petite formation interne qui va bien, puis c'est fini. Enfin, il s'arrête quand pour toi l'onboarding? En fait, c'est vrai que ça, c'est une autre erreur assez classique où on se dit que souvent un onboarding, il s'arrête au bout de 3 jours, au bout de la première semaine. Ceux qui ont plus d'expérience et de recul sur ces sujets-là, qui ont vraiment théorisé plein de trucs, c'est unanime, un bon onboarding. Alors après, ça dépend aussi du type de poste, voilà. Mais grosso modo, ça va durer au moins 3 mois. Parce que c'est illusoire de se dire qu'au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, la personne, ça y est, elle est déjà opérationnelle. L'onboarding, il s'arrête normalement au moment où la personne est à 80-90% de sa maîtrise, de son job, de son environnement, etc. Et on considère qu'il faut au moins 3 mois pour y arriver. Donc ça veut dire qu'il faut rythmer les choses dans le temps, faire des points, lui faire des feedbacks dès le début. Donc ça passe par la construction qui se fait en général effectivement au niveau des RH, mais que vous pouvez venir enrichir aussi par vos propres des rencontres que vous allez générer. Et ça, c'est pas bypasser les RH, c'est au contraire enrichir tout ça. C'est lui faire rencontrer telle ou telle personne que vous estimez particulièrement pertinente. Et c'est d'étaler ça dans le temps, parce que pareil, tout concentrer sur la première semaine ou tout premier jour, le cerveau humain, il n'est pas capable. C'est vrai qu'il y a le stress, il n'est pas fait pour absorber tout ça. Donc, rythmer ça, et pour répondre à ta question, c'est l'onboarding idéal de ce qui m'a été remonté, c'est plutôt 3 mois. Ok, 3 mois. Ah ouais, donc c'est quand même long.
Ouais, c'est quand même. Après, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas commencer évidemment à produire dans l'action avant ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut aussi communiquer auprès de cette personne-là que, en fait, voilà, on n'attend pas d'elle qu'elle soit à fond et déjà à 100% au bout d'un mois ou au bout d'une semaine. Pas du tout. C'est vraiment, c'est pour lui laisser le temps aussi de s'y faire, lui expliquer qu'on va l'accompagner dans sa prise de poste et lui montrer aussi qu'on prend son arrivée au sérieux et qu'on mise sur elle. Parce qu'en fait, souvent, le onboarding est perçu comme du temps perdu. Pareil. Pas du tout. Au contraire, c'est un investissement sur lequel il y a un ROI direct. Parce qu'une erreur de casting, les chiffres varient selon les études, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la boîte. Et ça encore, c'est le coût, financier de recrutement du machin, mais il y a un tas de coûts cachés, et des coûts aussi psychologiques, parce que c'est jamais terrible de voir quelqu'un qui s'en va au bout d'un mois ou 2 semaines, ou pire, au bout de la première journée. C'est même parfois un peu choquant, un peu perturbant pour tout le monde. Donc il y a aussi des coûts indirects et psychologiques qui sont importants. Donc c'est vrai que ça paraît long. Est-ce que pour toi, le rapport d'étonnement, lorsqu'il est fait dans les entreprises, alors peut-être rappeler ce qu'est un rapport d'étonnement parce que je ne sais pas si toutes nos entreprises chez UpTogether l'appliquent, c'est quoi et est-ce que pour toi ça sonne la fin de la période d'onboarding et qu'est-ce qu'on doit attendre de ce rapport d'étonnement? Ouais. Alors pour rappel à tous, le rapport d'étonnement, en gros, c'est de demander quelques semaines après l'arrivée du nouvel arrivant un peu ses impressions, à la fois dans ce qu'il aime et ce qu'il aime moins, ce qui l'a surpris en bien ou en mal. Et pourquoi c'est important de le faire pour 2 raisons, et toujours dans cette logique de double sens. La première, c'est que, ça va vous permettre d'avoir des feedbacks assez intéressants, une perception d'une nouvelle personne qui vient d'arriver. Et 2, ça montrera aussi à la personne que c'est particulièrement important, que son avis compte. Donc c'est de la valorisation aussi de la personne, de ce qu'elle raconte. Et encore et vous, en tant que manager, ok, qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour la prochaine fois? Donc, plutôt en fait l'amélioration continue. Moi, ce que je recommande, pareil, en ayant observé beaucoup de pratiques, c'est de le faire 1 mois après. Et c'est qu'avant même que la personne n'arrive, presque, son premier jour, il est déjà calé dans son agenda ce rapport d'étonnement qui serait fait avec vous, avec les DRH, selon l'organisation. Mais dans tous les cas, c'est important que vous disiez en tant que manager ce point dédié. Et ce qui est important de faire pour en tirer vraiment, un peu comme j'avais fait un profil tout à l'heure, des choses très concrètes, c'est de l'aider à préparer ce moment-là en lui fournissant un template, un gabarit assez concret, pour l'inviter à se prononcer sur un certain nombre d'items que vous souhaitez tester, votre relation avec lui, la communication à l'équipe, les outils, les sujets sur lesquels il perd du temps, gagne du temps, le truc qui l'a le plus choqué, le truc qui l'a au contraire le plus émerveillé, voilà. Et chacun de ces items aussi, l'inviter à les rationaliser, par exemple en mettant une note de 1 à 10 pour chaque. Et après, au-delà de la note qu'il met, c'est de dire, OK, tu as mis 7 sur la communication d'équipe, qu'est-ce qui nous manque pour être à 10? Et là, c'est pareil, c'est dans cette logique de, en fait, je trouve que ça, c'est pas optimal, etc. Et ce qui est surtout aussi intéressant, c'est dans tout ce qui va vous remonter, c'est qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous remonte des trucs sans aucun suivi. C'est sur les points qui vous semblent les plus pertinents, c'est de dire, OK, je trouve ça hyper intéressant ce que tu soulèves comme problème. Comment est-ce que tu verrais les choses pour améliorer le truc? Et si tu as lui confier, en fait, un peu comme première mission, OK, je te donne un peu chef de projet du truc là, je te propose d'améliorer le process. Go, et on en reparle dans 2 ou 3 semaines. Super cool, Ludovic. Je vais te poser une dernière question et tu vas avoir 2 minutes pour y réfléchir. Est-ce que nous aussi, on demande beaucoup l'avis de notre communauté et Perle va vous envoyer 2 petites questions et je vous remercie à tous d'y répondre avant qu'on arrête la masterclass. Cette question, Ludovic, c'est je voudrais que tu réfléchisses à, pour toi, c'est quoi le conseil que tu souhaites donner à nos managers UpTogether au vu de tout ce que tu as entendu dans tous tes échanges. Et je vous demande donc à tous, il y a un petit sondage qui va apparaître sur votre écran avec une question. Alors moi, je ne le vois pas. Elle est dure ta question, hein. C'est pas la mienne en tout cas. Alors la première, c'est est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur cette masterclass? Alors encore une fois, pas de langue de bois. Et quelle que soit votre réponse, si vous pouvez nous mettre un petit commentaire qui justifie pourquoi c'était vraiment top, très bien, bien, ou vous n'avez pas aimé, ce serait cool. En un mot, juste que vous nous le tapiez, on vous prend. Et pour ceux qui sont plusieurs dans les salles, vous faites un petit sondage en interne.
Alors, surtout ceux qui mettent bien et très bien, c'est super, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'est-ce que vous souhaitez qu'on change pour la prochaine fois ou qu'on améliore, voilà, n'hésitez surtout pas, et des vraiment top. Donc, vous pouvez nous les mettre dans le chat, soit en privé, soit en public. Et on va vous faire passer une seconde question. Lâchez-vous, hein, parce que même moi, ça m'intéresse vachement de savoir ce que vous en avez pensé. Et surtout en mal, évidemment, parce que c'est là où on apprend le plus. C'est là où on apprend le plus. Bah, c'est bien de savoir aussi pourquoi ça a plu. Ouais. Alors, et la seconde question, c'est savoir si vous recommanderiez, c'est le fameux, est-ce que vous recommanderiez à un ami ou un collègue? Alors, ça va apparaître chez vous. Donc 10 c'est très probable et 1 c'est vous le recommanderiez pas du tout. Là aussi. Donc Ludovic, il te reste quelques secondes pour réfléchir aux conseils que tu donnerais. Ok, merci à tous. On laisse les derniers répondre. Merci beaucoup. Vraiment, ceux qui ont mis 7 et 8, on est vraiment hyper preneur de ce qu'il faudrait que l'on fasse pour qu'on arrive à 9 ou à 10. Et encore une fois, dites-le nous en toute transparence et en toute honnêteté, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment super important pour nous. Donc, prenez une minute pour le taper dans le chat. Et Ludovic, il est 59. Il te reste une bonne minute. Et puis on va partager dans le chat le lien vers ton bouquin pour ceux qui souhaiteraient l'acheter et ou le mettre sous le sapin. Qu'est-ce que tu dirais à nos managers Up Together pour bien manager et bien onboarder et bien recruter peut-être en particulier? Ouais, elle est vraiment dure cette question parce que le truc, voilà, mais le truc qui vient spontanément en tête, c'est un concept, mais derrière c'est de le rendre un peu plus concret, c'est de faire preuve de courage managérial. Concrètement, en fait, moi j'ai vu dans mes échanges, et moi à titre personnel en tant que manager et en tant que manager, j'ai trop été acteur de ce manque de courage managérial où j'ai trop subi. Et en fait, c'est notamment de s'avouer que en fait on s'est planté. Et on s'est planté de personne en termes de recrutement où on a mal géré l'onboarding, et en fait on se rend compte que la personne ne partage pas le bon état d'esprit. Ce qui est toujours recommandé, c'est que l'état d'esprit doit toujours primer sur la compétence technique, et c'est en gros de s'avouer que cette personne-là, ce que j'appelle dans le livre un peu la brebis galeuse, avec un mauvais état d'esprit, un peu Neymar aussi au PSG, c'est-à-dire que c'est le meilleur de l'équipe techniquement, mais qui fout une sale ambiance dans le vestiaire. Et en fait, comme il est excellent techniquement, tout le monde va l'écouter parce qu'il est très influent. Et donc, il va créer une sale ambiance. Comme il est très bon techniquement, c'est en général le mieux payé, donc il coûte cher. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on met beaucoup de temps et on dit, mais merde, je vais pas laisser parler de Neymar, quand même. C'est Neymar, quoi. C'est le potentiel ballon d'or de 2020. Enfin, c'est impensable. Non, en fait, si. Et il vaut mieux quelqu'un d'un peu moins bon, mais qui partagera l'état d'esprit et qui tirera au final l'équipe vers le haut de cette manière-là. Donc, pour synthétiser ça en 3 mots, c'est faire preuve de courage managérial et de ne pas hésiter à se séparer tôt des gens. Parce que en fait, souvent, quand on fait traîner les choses, c'est pas un service que vous rendez à la personne, c'est pas un service que vous vous rendez, et c'est pas un service que vous rendez en fait à vos autres collaborateurs et au reste de la boîte. Un collaborateur n'est jamais mauvais en soi, il est juste pas dans le bon contexte. Et ça permet de faire baisser la pression et de se dire, ok, comment est-ce que je peux t'aider à trouver ta voie ailleurs. Voilà. Hyper chouette, super belle conclusion. Il nous reste à te remercier, Ludovic, un grand merci. Je vous recommande donc le livre de Ludovic, je le mets devant vous tous, Dream Team, il est vraiment hyper chouette. Pour les courageux qui enchaînent sur un atelier intergroupe, alors voilà, dernière chose, oui, pour ceux qui le souhaitent, et ça vous nous mettez dans le chat en faisant un petit up ou un petit yes, on va faire un atelier intergroupe avec Ludovic qui sera parmi nous. Pour ceux qui le souhaitent. Donc, si vous avez justement des sujets d'onboarding ou de recrutement en cours ou pas, quoi d'ailleurs, et que vous souhaitez faire un atelier Up Together avec lui, donc n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat en nous disant partant ou up, je sais pas, et on calera le doodle avec vous pour faire ça avant Noël.
Pour ceux qui sont dans l'atelier, les 8 qui ont mangé des sandwichs ou qui vont en manger, vous restez sur cette Zoom Room. Et puis Ludovic, encore une fois, un grand merci et à très bientôt alors pour l'atelier et peut-être pour un événement. On a quelque chose en tête pour 2020. Voilà. Merci à tous en tout cas, et pour ceux qui franchiront le pas d'acheter le bouquin, hyper preneur aussi de vos feedbacks, parce que ça fait que 10 jours qu'il est sorti, et donc toujours preneur à la fois de ce qui plaît, de ce qui plaît moins, en vue d'une potentielle réédition. Merci à tous, et encore merci Grégoire de m'avoir suivi. Et bonne suite d'atelier. Au revoir.